Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 54, pour être précis. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation physique, pratiquez la proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant, surtout pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du film qui est intitulé Le Guépard de Luchino Visconti. C'est un des très grands films de l'histoire du 7e art, mais aussi de ma filmothèque personnelle. Alors, mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Parce qu'il faut parler au gré du temps et que je profite de l'occasion pour le dire. Je n'ai pas imposé immédiatement toutes mes préférences personnelles, même si on a commencé avec un film qui est mon film absolu préféré, qui s'appelle To Be or Not To Be. Alors, Luchino Visconti fait un film qui est long et qui dure 2h45 pour être précis, et qui est l'adaptation d'un roman qui a été publié quelques années avant, 1963, par un écrivain sicilien, Lampedusa, et qui lui-même, le pauvre, a disparu en 1958, cet écrivain Lampedusa. Et le livre avait été accusé d'être un peu nostalgique des particularités à caractère féodal de la Sicile, etc. Et là, Luchino Visconti va en fait, à sa manière, défendre le livre de Lampedusa. Lampedusa était un prince aussi, un aristocrate sicilien, et il parle de la vie d'un aristocrate sicilien, le prince Salina, et Luchino Visconti, qui est qu'on surnommait le prince rouge, puisque lui aussi il avait des ascendances aristocratiques, eh bien, avait pourtant, lui, choisi d'être compagnon de route de la gauche et notamment du Parti communiste italien. Alors, le roman a été composé de 8 parties. Il ne va en garder que les 6 premières, Luchino Visconti, parce qu'il va s'intéresser à toute l'action qui s'inscrit dans le cadre des années 1860-1862, à l'époque où il y a eu l'expédition des 1000, organisée par Garibaldi, en fait sur la base d'une formidable intrigue et incitation manipulée et machinée, on pourrait dire, par Cavour, qui était le Premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne, et il laisse de côté, Luchino Visconti, toute la période qui correspond à la disparition du prince Salina dans les années 1883 et à la disparition, à la faillite, si vous voulez, de la famille Salina en 1910. Lui, c'est ce moment bien précis de 1860. Alors, une petite clé de rappel historique. En 1860, Garibaldi organise une expédition appelée des 1000 parce qu'il réunit 1000 chemises rouges pour venir organiser une expédition et aller en solidarité avec un soulèvement paysan antiféodal en Sicile, qui appartient au royaume du roi de Naples et des deux Siciles, donc comme on disait à l'époque, il se porte au secours, Garibaldi, avec ses chemises rouges, de cette insurrection populaire paysanne. En réalité, tout avait été incité par Cavour, qui avait fait connaître qu'il y avait des bateaux disponibles, mais qu'il était hors de question que ces bateaux soient mis au service d'une quelconque expédition, ce qui était une façon très habile, machiavélique presque, d'attirer l'attention sur l'existence de ces bateaux et d'inciter Garibaldi à les kidnapper, les bateaux, à les utiliser, pour pouvoir dire ensuite moi je n'y suis pour rien, alors qu'en sous-main on avait tout favorisé. C'était un grand homme politique, ce Cavour, un des principaux hommes politiques de l'histoire de la deuxième moitié du 19e siècle.
incontestable. Et alors, quand ils arrivent en Sicile, évidemment, les chemises rouges gagnent, et cela va obliger un peu tout le monde, y compris la France, de Napoléon III, très catholique, conservatrice, comme orientation de Napoléon III, eh bien, à bouger. Et donc, à autoriser Cavour à mener une expédition pour empêcher l'expédition des chemises rouges de remonter jusqu'à Naples, de conquérir Naples, et à partir de là, de proposer un modèle d'unification italienne fondé sur l'installation d'un régime républicain, alors que toutes les tendances intelligentes mais conservatrices préféraient que ce soit une unification qui se fasse dans le cadre d'un royaume. Bien, et Cavour va formidablement. Alors tout cela, organiser tout cela, Cavour. Et donc le film et le livre parlent de l'intelligence d'un prince qui, quoique aristocrate, se rend compte que l'avenir est entre les mains de la bourgeoisie. Et que donc, il faut que tout change, c'est une des expressions du roman et du film, pour que rien ne change. Il faut simplement que l'aristocratie puisse accepter de partager le pouvoir en apparence avec la bourgeoisie pour que les privilèges puissent se maintenir, même si ces privilèges doivent être déclinés d'une manière différente. Et c'est au fond le propos de Visconti que de montrer que dans toute révolution, malheureusement, ce sont, d'après Visconti, malheureusement, ce sont ceux qui ont participé, qui ont servi de carburant à la dynamique révolutionnaire, qui sont toujours les cocus, si vous me permettez l'expression, de l'histoire, ceux qui sont grugés par l'évolution des événements. Et donc ce prince Salinas, eh bien, il va décider d'apporter son parrainage à un jeune neveu qui s'appelle Tancrède, incarné par Alain Delon, qui est, on peut penser ce qu'on veut de Alain Delon, mais en tant qu'acteur dans Rocco et ses frères et dans beaucoup d'autres films, jusqu'à Monsieur Klein, il est extraordinaire. Et là, le jeune Alain Delon est absolument dans l'un de ses meilleurs rôles, grâce à la proposition qui lui a été faite par Luchino Visconti. Et le prince Salinas, lui, il est interprété par Burt Lancaster, un géant du cinéma américain, un grand acteur, avec lequel Visconti tournera pratiquement 10 ans après pour un film qui s'appelle Portrait de famille en groupe, en italien, et traduit en français pour la sortie en France par le titre Violence et passion. Tous ces films, on les a montrés à l'Odyssée en octobre 2019, je tiens à le signaler au passage. Et donc sur notre site, vous pouvez voir un peu les petites fiches techniques qui avaient été publiées à l'époque. Et donc ce Burt Lancaster, ce prince Salinas, décide de tout miser sur ce Tancrède parce que c'est lui qui doit incarner avec sa fougue, sa jeunesse, les intérêts de la famille. Et donc il le parraine. Et notamment il parraine et il encourage une idylle amoureuse que ce jeune Tancrède développe avec la fille du maire du village où il a ses terres, le prince Salinas, qui est donc un bourgeois, grossier, mal dégrossi, si vous préférez, un peu vulgaire, qui n'a pas les mœurs raffinées de l'aristocratie, mais qui incarne le futur inéluctablement en train de s'élever et de monter. Et donc il accepte que son neveu, parce qu'elle est très belle, elle a une beauté terrienne, le personnage de Claudia Cardinal dans le film, eh bien cette beauté terrienne, qui peut-être n'est pas encore très raffinée, elle a cette force qui est la force de la jeunesse et qui est portée par un avenir prometteur. Donc il organise une grande réception et c'est là qu'il y aura une scène de bal qui est absolument un chef-d'œuvre
d'anthologie du cinéma, et qui servira d'inspiration d'ailleurs à Francis Ford Coppola pour le premier épisode de la trilogie sur le parrain qu'il a fait avec Marlon Brando, autre monstre sacré du cinéma. Et donc, on voit comment il y a une histoire personnelle qui est en train de se développer. Tancrède, avec sa nouvelle fiancée, le prince Salina, qui est un peu vieillissant, découragé, mais lucide sur l'évolution des choses. Et d'autre part, il y a l'arrière-plan historique, l'expédition d'Émile, l'intervention d'une armée régulière et la volonté de désamorcer le dynamisme et l'enthousiasme des chemises rouges pour les intégrer dans l'armée régulière et fusiller ceux qui refusent de le faire d'une manière impitoyable, et à partir de là, de s'engager dans la dynamique d'une unification royaliste, si vous voulez, de l'Italie. Cet arrière-fond historique est présent, et il est présenté d'une façon très intelligente par Visconti. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Visconti, qui par ailleurs a été aussi metteur en scène de théâtre, et le sera encore par la suite, qui a été et sera encore metteur en scène d'opéra, eh bien Visconti est au summum de son art cinématographique. Il va même utiliser dans un moment de grâce cinématographique, dans plusieurs moments de grâce cinématographique, les possibilités du cinéma. Il va utiliser à fond les possibilités du cinéma en faisant en sorte que la forme esthétique cinématographique puisse, dans le cadre, sans trahir si vous préférez, dans le cadre d'un respect du contenu proposé par le film, puisse s'épanouir sur sa courbe indépendante de mélodie des images, du montage et du mouvement du 7e art. La scène de bal, je le répète, est un moment où tout soudain on flotte, on échappe à la pesanteur du réel, et qui dure très longtemps, qui dure plus de 20 minutes, n'est-ce pas ? Il y a ainsi d'autres moments où il y a des ébats dans des ruines entre Tancrède et sa fiancée, Delon et Claudia Cardinal, qui sont aussi des moments de grâce. Il y a des paysages qui sont formidables. Et puis il y a cette espèce de mélancolie d'un monde qui sait qu'il est en train de brûler ses derniers rayonnements, ses dernières lueurs, et qui n'est jamais aussi beau que dans la grandeur illusoire et quelque peu mensongère d'un rayonnement qui n'est pas invité à se poursuivre, mais qui est simplement invité à disparaître dans une transformation. La transformation du pouvoir aristocratique en le pouvoir d'une coalition bourgeoisie-aristocratie. Et tout cela est incarné non pas de façon didactique avec des principes, mais avec la beauté de la représentation cinématographique. Un pur chef-d'œuvre. D'une certaine manière, je me demande s'il est justifié ou judicieux de vous le proposer dans le cadre d'une suggestion, parce que ce type de film, comme un certain nombre de films, ne peuvent se voir que sur des grands écrans, comme ceux que vous voyez derrière moi. Et ça sera un petit aperçu que vous pourrez voir sur un écran de vidéo, ou un écran d'ordinateur, ou un écran de télévision, même s'il est plutôt pas petit, car ces films-là ont un seul lieu naturel d'exposition, la salle de cinéma, où tout se montre bigger than life, en plus grand que dans la vie, que dans la nature. Bonne projection, prenez bien soin de vous, merci pour votre attention et à très bientôt, au revoir.